Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des programmes de défense communs avec l'Allemagne qui, pour l'instant, ne fonctionnent pas du tout. Si Berlin n'évolue pas, les programmes de défense risquent de se faire sans l'Allemagne. Michael Scholzholm réorganise Airbus Defence and Space et avertit le gouvernement allemand que s'il n'augmente pas son budget de défense à 2% du PIB durablement, ces investissements exceptionnels de 100 milliards seront un coup d'épée dans l'eau. En pleine croissance des dépenses de défense, Airbus est freiné dans son développement par la frilosité du gouvernement allemand sur les exportations de matériel de défense. La crise avec Londres est ouverte à propos de la vente d'Eurofighter à l'Arabie Saoudite. Michael Scholzholm, le patron d'Airbus Défense, prend acte de l'arrivée de Dassault dans la compétition et met en garde le gouvernement de Berlin. À la fin de septembre, Airbus Defence and Space a annoncé une perte opérationnelle de 1 million d'euros pour un chiffre d'affaires de 7,1 milliards, en recul de 6% par rapport aux 9 premiers mois de l'an dernier. Son dirigeant, Michael Scholzholm, fait le tour des enjeux actuels des activités militaires de l'avionneur. Alors que les budgets de défense sont partout en hausse, Airbus ne semble pas en profiter. Pourquoi ? Je comprends que ce soit contre-intuitif de voir notre branche défense ne pas profiter pour l'instant de la hausse globale des dépenses militaires. La perte inscrite en fin de troisième trimestre est due à une provision de 400 millions d'euros liée à la revue de certains programmes de satellites de télécommunications en cours de développement. Mais tout le reste est sur la trajectoire. Depuis 3 ans, les prises de commandes sont supérieures au chiffre d'affaires. Elles ont progressé de 6% sur les 9 premiers mois de l'année. Évidemment, cela pourrait aller encore mieux si on pouvait obtenir l'autorisation de l'Allemagne sur les exportations de l'Eurofighter et conclure certains contrats avec la Bundeswehr, notamment pour la tranche 5 de l'Eurofighter. Pourquoi le gouvernement allemand refuse l'exportation de Typhon à l'Arabie Saoudite alors qu'elle en possède déjà 72 exemplaires ? Ce veto est inscrit dans le traité de coalition conclu entre les trois partis qui composent le gouvernement allemand, en raison de l'assassinat de Khashoggi et de la guerre au Yémen. Pour autant, le gouvernement a fait preuve d'une certaine souplesse en autorisant quelques contrats pour la maintenance des Eurofighters en service en Arabie et pour un possible contrat pour les nouveaux avions ravitailleurs A330 MRTT avec Riyad. Nous avons aussi obtenu le feu vert à une vente potentielle d'A400M aux Émirats arabes unis. Mais il maintient son veto sur la cession de 48 avions de chasse Eurofighter Typhoon au grand mécontentement du Royaume-Uni qui veut conclure cette vente. Ce qui crée un différend avec Londres et jette des doutes sur la fiabilité de l'Allemagne comme partenaire, pas seulement en Angleterre, mais aussi en France, en Espagne et d'autres pays. Une discussion de fond s'impose donc avec Berlin sur les règles qui découlent de la participation à un grand programme européen. Pour sortir de l'impasse, l'Allemagne souhaiterait mettre sur pied un projet de loi sur les exportations de défense. Le gouvernement et surtout les Verts prônaient une harmonisation des lois sur les exportations d'armes au niveau européen, mais chacun commence à comprendre que cela ne marchera pas. Regardez, même le soutien à l'Ukraine pose des problèmes et des difficultés dans une union à 27. Tout texte devra être construit à partir des accords mentionnés dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Mais comment ? Il y a des discussions en cours, certains envisagent toujours une procédure de vote majoritaire au sein d'un petit groupe de pays, dont les Royaumes-Unis. À ce stade, il me paraît illusoire de croire que la France ou la Grande-Bretagne puissent confier leur politique d'exportation d'armement à un vote. À la fin, la position de l'Allemagne devra sans doute évoluer. Si on fait partie d'un même programme européen, il faut respecter les engagements pris dans le passé. Y a-t-il un risque que l'Angleterre en vienne à construire l'Eurofighter seule, sans l'Allemagne ? Si la situation n'évolue pas, le risque, c'est que beaucoup de choses se fassent sans l'Allemagne. Rappelons
que lors de la signature de l'accord sur l'Eurofighter, chacun devait laisser la liberté à l'autre d'exporter. Et il était même prévu qu'en cas de blocage, la production pourrait être déplacée ailleurs. Donc en principe, oui, la Grande-Bretagne pourrait construire l'Eurofighter sans le contenu allemand. Mais évidemment, d'un point de vue industriel, ce serait très difficile, long et cher. C'est donc une option peu réaliste. Et c'est pourquoi l'Allemagne doit réaffirmer ses principes de coopération. Si le Bundestag devait se prononcer, voterait-il contre cette vente à l'Arabie saoudite? Ce n'est pas au Bundestag de se prononcer. Le sujet est entre les mains du Bundesrat, le Conseil fédéral de sécurité qui dépend du gouvernement fédéral, dans lequel les trois partis SPD, Green et FDP sont représentés. La difficulté des Verts est de confronter à leur électorat pour les convaincre de la nécessité d'une dose de réel-politique. Dernièrement, certaines voix montent pour rappeler que l'Arabie saoudite fait partie aussi de la solution dans la paix recherchée au Proche-Orient. C'est également mon avis. Pensez-vous que l'Arabie saoudite va acheter des Rafales à Dassault ou veut-elle seulement faire pression sur Berlin? Le Rafale et l'Eurofighter ont toujours été en compétition à l'exportation. Donc je ne peux me prononcer sur l'entrée du Rafale dans la compétition. Par ailleurs, je ne pense pas que les constructeurs américains soient hors course. Vous vous souvenez que les Saoudiens souhaitaient acheter aussi des F-35. Les Saoudiens ont intérêt à créer une situation de compétition. Tout est encore ouvert. J'espère que l'Allemagne finira par dire oui à la vente d'Eurofighter. La Turquie est-elle un potentiel nouveau client d'Eurofighter? Quand les États-Unis ont bloqué la vente des F-35 à la Turquie à cause de ses achats de défense antiaérienne russe S-400, la Turquie a mis l'Eurofighter sur la liste des solutions. Après les déclarations du président Erdogan et sa visite à Berlin, il semble que la Turquie souhaite acheter une quarantaine d'Eurofighter. L'Allemagne doit donc évaluer cette demande dans un contexte compliqué à l'aune de l'engagement pris par la Turquie sur l'adhésion de la Suède dans l'OTAN et sur Israël. D'un autre côté, la Turquie reste un membre de l'OTAN. Le sujet est donc éminemment politique et je pense que les discussions sérieuses ne font que commencer. Ces réticences allemandes à l'exportation mettent-elles en danger le projet du système de combat aérien du futur, le SCAF, avec la France et l'Espagne? Je ne suis pas inquiet pour le SCAF. La discussion sur la politique d'exportation est difficile et c'est bien qu'elle ait lieu maintenant. Je suis confiant que d'ici la livraison du SCAF à l'horizon 2040, cette question sera réglée. Sinon, cela signifierait que l'Europe est délitée. Ou on travaille ensemble et on fait avancer une défense européenne, ou tout se bloque. Les exportations dans la défense sont au cœur des politiques étrangères de sécurité. Il me semble que l'Europe a besoin des politiques coordonnées. Où en est le projet de système de combat aérien du futur, SCAF? La relation avec Dassault est-elle meilleure? Le SCAF avance bien, la phase 1B est en cours avec des objectifs clairs et les équipes travaillent. Cela se passe mieux que ne le laissent entendre certains articles de presse. D'ailleurs, je me félicite du démenti immédiat du gouvernement allemand à propos des allégations publiées dans The Times sur une éventuelle intention de l'Allemagne de quitter le programme. Il reste bien sûr des défis à venir et on a besoin du vote du Bundestag pour la phase numéro 2. Je souhaiterais que ce vote soit préparé dès 2024 car l'Allemagne sera à nouveau dans une année électorale en 2025. L'enveloppe de financement de la phase 2 pourrait atteindre près de 6 milliards d'euros, mais il est essentiel de ne pas perdre de temps. En 2025, la phase 1B doit réduire les options de 4 à 1 architecture du SCAF pour le lancement en 2026 de la fabrication des démonstrateurs, tant pour l'avion de combat de nouvelle génération que pour les drones et la connectivité. On avance, la question essentielle porte sur le partage des missions entre l'avion de combat piloté et les drones, et donc combien de drones par avion et quel type de drone en fonction des missions.
Où en est la relation franco-allemande dans la défense? Il y a peu de temps, je vous aurais répondu au plus bas, avec les coopérations qui n'ont pas abouti, comme la modernisation de l'hélicoptère de combat Tigre, le projet d'avion de patrouille maritime commun et les difficultés du char de combat du futur. Mais avec le bon déroulement des travaux sur le SCAF, je reprends espoir. Les deux ministres de la Défense, Boris Pistorius et Sébastien Lecornu, ont montré leur volonté d'aller de l'avant. Et chez Airbus, on est convaincu que l'Europe n'engrangera des succès que si la France et l'Allemagne tirent dans le même sens. Il y a le SCAF, mais aussi l'Eurodrone qui va terminer sa Preliminary Design Review et qui est un programme important stratégiquement. Enfin, je pense qu'il y aura de nouvelles opportunités à bâtir des projets ensemble. On regarde vers le futur. On étudie toujours l'avion de patrouille maritime, qui est plus qu'un avion mais un système à lui tout seul. Il y aurait des coopérations européennes à mener sur l'entraînement des pilotes et notamment par simulation. Il y a le dossier FMTC, engagé avec le Fonds européen de la défense pour un avion de transport militaire plus petit que la 400M et plus puissant que le C-295, capable de transporter environ 20 tonnes, celui que certains surnomment l'A-200M. Que se passerait-il avec l'avion de transport A400M? Vous n'avez livré que 4 exemplaires sur les 9 premiers mois de l'année. Y a-t-il des annulations de commandes? Non, ce n'est pas un problème de commande, même si certains pays, dont la France, souhaitent étaler dans le temps leur achat. Nous allons rattraper notre retard sur les livraisons d'ici la fin de l'année et livrer les avions prévus. Ces retards sont en partie liés à des négociations globales avec les États clients pour assurer un rythme de production stable de la 400M dans les années à venir, après l'étalement de certaines commandes. Tout dépend aussi des perspectives d'exportation. Il y a aussi des discussions sur les contrats futurs de maintenance et enfin, nous discutons encore de la finalisation de certaines capacités que nous demandent les armées clientes afin d'obtenir le certificat final de ce programme. On a rempli 99% des exigences, il reste environ encore 1% du chemin à parcourir avec des missions compliquées pour que l'avion réponde à toutes les demandes des armées. Dans ce contexte compliqué, quel est l'objectif de la réorganisation annoncée d'Airbus Defence Space? Notre projet de réorganisation n'est pas motivé pour des raisons financières, mais remonte à 2022. Nous y travaillons depuis les annonces du chancelier sur la Zentewede ou le président français sur le besoin d'une économie de guerre. L'industrie de défense s'était installée dans un rythme lent qui correspondait à des processus de décision très longs. Depuis la guerre en Ukraine, nous avons compris qu'il faut être plus agile, plus réactif et plus rapide. L'un des obstacles étant notre organisation trop complexe, on a donc décidé de créer 3 business responsables de A à Z pour avoir des processus plus légers et des responsabilités mieux identifiées. Nos activités seront regroupées en 3 unités, le Air Power qui regroupe l'aviation militaire et le SCAF sous l'autorité de Jean-Brice Dumont, Connected Intelligence sous l'autorité de Karen Folschutz et Space System avec Jean-Marc Nars. Cette réorganisation nous conduit à identifier la suppression potentielle de 750 postes liés à des synergies, mais comme nous sommes en croissance, nos effectifs vont en réalité augmenter. Olaf Scholz a déclaré que la Bundeswehr devait devenir la première armée européenne. Le fonds spécial de 100 milliards d'euros est-il suffisant et avez-vous reçu des commandes? Honnêtement, l'armée allemande ne sera pas la première force d'Europe dans tous les domaines, mais j'espère qu'elle deviendra une armée sur laquelle les autres pourront compter à la hauteur de la puissance économique du pays. Et sachant d'où vient la Bundeswehr, ces déclarations visent à faire bouger les lignes. Récemment, le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que l'Allemagne devait être capable de faire la guerre, une déclaration inimaginable il y a 2 ans. Le paquet d'investissement de 100 milliards d'euros décidé après l'invasion de l'Ukraine va surtout combler les principaux défauts capacitaires. Pour un repositionnement stratégique des forces, il faudra du temps en consacrant à la défense au moins 2% du PIB.
Si l'Allemagne ne fait pas cet effort, sur le long terme, l'investissement du fonds spécial n'aura servi à rien. On a besoin de financements réguliers pour opérer et entretenir des systèmes d'armes. Il ne s'agit pas d'acheter pour garnir des hangars. Sans un budget conséquent, on aura juste jeté de l'argent par la fenêtre. Avez-vous reçu des commandes par l'Allemagne? Nous devrions recevoir sous peu quelques commandes, notamment pour 15 Eurofighter en version de guerre électronique, mais le débat porte désormais sur la commande d'une cinquième tranche d'Eurofighter en remplacement des Tornado à partir de 2030. Pour livrer à cette échéance Eurofighter LTE, Long Term Evolution, il faut se décider vite et il faudra une extension du budget. Dans le secteur spatial, êtes-vous satisfait des résultats du sommet de Séville? C'est une vraie percée après toutes ces tensions qui menaçaient l'Europe spatiale de dislocation dans le domaine des lanceurs. Je suis satisfait du maintien du soutien financier à Ariane 6, mais aussi des pas accomplis vers plus de compétitivité industrielle. Toutes les sociétés qui participent à la construction d'Ariane 6 ont finalement accepté de faire des efforts de réduction des coûts et on devrait ainsi parvenir à une baisse globale des coûts de 11% pour l'ensemble de la supply chain d'Ariane 6. Il y a eu des discussions très difficiles, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience de la nécessité de surmonter des contraintes de la politique du retour géographique des grands programmes menés par l'Agence spatiale européenne. Et dans le spatial, quels sont les projets qui vont nourrir la croissance alors que les commandes de satellites en orbite géostationnaire ralentissent? Oui, le marché traditionnel est sous pression, le secteur des satellites géostationnaires de télécommunications est en baisse, mais on assiste au contraire à une hausse du marché des constellations des petits satellites en orbite basse. C'est pourquoi je pense que le projet de la Commission européenne IRIS-2 est un vecteur essentiel de croissance, tout comme la génération 2 des satellites de la constellation OneWeb. Nous voyons aussi que le marché pour la défense s'accélère et notre filiale américaine de fabrication des petits satellites a remporté des contrats aux États-Unis, premier pays à décider d'équiper ses forces avec leur constellation de satellites en orbite basse. Et nous pensons que notre modèle AO a un bon design, bien placé pour répondre aux besoins de OneWeb Gen 2, d'Iris 2 et d'autres projets de constellation à venir. J'espère que cette petite vidéo sur Airbus vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.